Aujourd'hui, il est temps de parler d'un manga iconique qui met au centre de son intrigue un dragon. Aujourd'hui, c'est Dragon Ball. Non, j'ai dit un manga iconique, pas le truc surcoté. Vague de fanboy dans 3, 2, 1... Bref, aujourd'hui, on va se demander si les fées ont réellement des queues. Est-ce que les fées ont une queue, oui ou non? Le 3 mai 1977, dans la préfecture de Nagato, naît Hiro Mashima, un mangaka au parcours à la fois terriblement classique, mais aussi profondément original. L'amour d'Hiro pour le dessin va venir de son grand-père, qui ramassait des mangas bons à être jetés pour les offrir à son petit-fils. Hiro va alors commencer à reproduire les dessins visibles dans les cases et décide de son avenir en grattant du papier. Plus tard, il sera mangaka. Voilà, ça c'est la partie classique de l'histoire. Et donc, pour poursuivre son rêve, il va pas suivre des cours dans le domaine. Alors en réalité, il a bien été dans une école d'art, mais il a très vite lâché l'affaire. C'est donc en autodidacte qu'il va apprendre à dessiner. Et ça, c'est la partie qui part en sucette. Pour apprendre son métier, il va donc observer plusieurs œuvres, dont celle de 3 mangaka en particulier. Toriyama, bien entendu, avec son fameux Dragon Ball, et le duo Takashi Shimada et Yoshinori Nakai, plus connu sous le pseudonyme de Yude Tamago, avec son Ultimate Muscle. Mais le cinéma va aussi avoir son influence pour lui apprendre le cadrage, notamment Braveheart. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Et Le Seigneur des Anneaux. Ouais, enfin, Le Seigneur des Anneaux, il est sorti de son trou quelques années plus tard. Ou alors il parle de la version de Ralph Bakshi, je sais pas. On arrive donc à l'âge de 21 ans où un jeune Hiro autodidacte va débarquer avec une œuvre originale de 60 pages. 60 pages, c'est plus qu'une BD de chez nous. Baptisé Magician, on y découvre l'histoire d'un jeune... magicien. Hey, vous avez déjà essayé de trouver le nom pour une œuvre ? C'est pas facile, ok? Et alors, plus que l'histoire, je vais vous demander de faire surtout attention à ce personnage. Ce projet, il va être balancé à plein d'éditeurs, mais un seul va répondre. Kodansha qui va lui permettre, un an plus tard, de bosser sur son premier vrai manga, Rave. Un manga qui va tenir pendant 6 ans jusqu'en 2005. Mais il ne va pas faire que ça. Entre 2 chapitres, et le type est un monstre de productivité quand il s'agit d'écrire et de dessiner, il va réaliser quelques histoires courtes qui vont être compilées dans 2 volumes appelés Mashima End. La première histoire s'appelle tout naturellement Magician et la seconde s'appelle Fairy Tail. Sans faute dans le nom. Non mais... la faute dans le titre, elle est volontaire, c'est pour le jeu de mots. Et cette histoire, c'est le prototype de Fairy Tail, donc on va voir de quoi il en retourne. Je t'en prie, c'est à toi. Dans cette histoire, on retrouve les dirigeants de 4 royaumes. Gnome du royaume de la terre, Sylve du royaume de l'air, Ondine du royaume de l'eau, qui me fait cruellement penser à quelqu'un, et enfin Salamander du royaume du feu. Voilà, on sent encore une bonne grosse influence de l'alchimie dans les noms. Les 4 dirigeants sont en pleine discussion, ce qui a une tendance à énerver Silver, le fils de Salamander, dont la tronche me rappelle aussi quelqu'un, et elle, fille d'Ondine, et là aussi, on est dans du familier en termes de design. Le fait est que le meeting s'éternise, et donc le prince et la princesse décident d'aller eux-mêmes chercher le livre de Devilma, dont ils parlent tout le temps. Ce livre, il est gardé par Barbara, reine du royaume de Médusa. Donc de là, il y a tout un tas de péripéties, nos héros sortent victorieux, les 4 dirigeants ont stoppé leur argumentaire pour venir les sauver, tout est bien qui finit bien. Sauf que le livre n'était en réalité pas le sujet du débat, qui reprend de plus belle, faisant que nos 2 jeunes doivent de nouveau poireauter. Cette histoire, c'est l'une des préférées d'Hiro, et d'ailleurs il avait l'intention de rajouter certains personnages, dont les 2 enfants manquants, ainsi que celui de Barbara. Mais à ça s'est opposé 2 points très importants. D'abord, un éditeur qui ne voulait à ce moment que des histoires courtes, et ensuite, un manque de temps cruel doublé d'une page blanche. Mais qu'on se rassure, il ne va pas lâcher l'affaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va sortir Monster Soul, un manga en 6 chapitres qui n'a rien à voir avec Fairy Tail. Si ce n'est les 2 persos principaux qui, encore une fois, me disent vaguement quelque chose. Cependant, la même année, Hiro va enfin sortir son second manga phare et celui qui nous intéresse aujourd'hui. Reprenant certaines bases de son Fairy Tail, ne serait-ce que le nom qu'il a légèrement modifié. Mais l'inspiration première, ce n'est ni la magie, ni les combats, mais la camaraderie. Ouais, ça fait des années que les gens se moquent dans les mangas du pouvoir de l'amitié, mais dans Fairy Tail, c'est littéralement le point de départ. Et le côté un peu triste de l'histoire, c'est qu'à ce moment de sa vie, Hiro, ses amis,
il les voit pas tant que ça. Ceci a conduit à un élément très différent des autres shonen du genre. Normalement, le concept de base, c'est souvent un héros seul qui petit à petit va rencontrer des camarades, des rivaux qui vont devenir des alliés, et ainsi construire une équipe. Ici non, tout le monde se connaît depuis le départ, et même s'il y a un noyau dur, tout le monde a une chance de briller. Notez que ce concept de base, il se cassait déjà la gueule dans l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Oui, parce que c'est bien gentil de parler de Toriyama à longueur de temps et de toujours prendre Dragon Ball Z comme inspiration première, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que Mashima a aussi été inspiré par les Chevaliers du Zodiaque, parce qu'il y a quand même plusieurs parallèles, l'un d'entre eux étant qu'il y a une équipe de héros dès le départ. Et d'ailleurs, il a bien été inspiré. Mais dans l'autre sens. Parmi les éléments importants de Fairy Tail, on retrouve les 12 clés du Zodiaque. Clés du Zodiaque, Chevalier du Zodiaque. Mais l'apparition de ces clés vient en réalité d'une frustration de l'auteur, celle de voir le Chevalier du Taureau se faire autant malmener. Donc, les 12 clés, c'était pour redorer le blason du bovin. Et ça a donné quoi comme résultat? Oui, bon, bah c'est pas tout ça, mais on ferait bien de passer à la suite. Le lore, le manga, comme d'habitude. Dans l'histoire de Fairy Tail, les gens s'accordent à dire qu'il y a deux personnages principaux. D'un côté, Lucy Earthphilia, constellationniste avec une magie liée aux étoiles, et de l'autre, Natsu Draknir, lié au dragon. Et au vu de la thématique de notre arc actuel, nous allons parler de Jubia. Mais j'ai même pas cité Jubia. Oui, mais dans le doute, faut toujours parler de Jubia. La thématique, c'est les dragons. On va donc parler de Natsu dans un premier temps. Merci de suivre. Natsu est donc un jeune mage maîtrisant la magie du feu, ce qui lui vaut le surnom de Salamander, membre de la guilde de Fairy Tail, qui s'écrit Tail comme queue, un détail qui, d'après l'auteur, sera un des pivots de l'histoire. Ou pas, parce que même lui ne savait pas où il allait avec cette idée. Natsu, c'est aussi le bon pote, celui qui sera toujours loyal et qui sera toujours là pour vous aider, et qui, accessoirement, n'hésitera pas à déclencher des combats, pour défendre ses amis. Non, des combats contre ses amis. Je présume que qui aime bien châtie bien. Parce que son amitié n'a d'égal que son immaturité, donc il a une tendance à être assez frontal et à vite en venir au point, mais c'est une bonne guerre, où il veut juste prouver qu'il est le meilleur, ce qu'il fait en affrontant chacun des membres de rang S le plus haut atteignable. Et il perd à chaque fois. Ça fait bizarre de voir un héros de shonen qui n'est pas le plus puissant de son groupe. Bon, à la limite, il y a peut-être les combats contre Grey qui sont légitimes, parce que de toute façon, ils adorent s'embrouiller. Ce qui n'est pas le cas de Jubia, qui aime beaucoup Grey. D'ailleurs, elle va quitter son ancienne guilde pour rejoindre Fairy Tail afin de se rapprocher de lui. J'ai dit qu'on parlait pas de Jubia, pas la peine d'assister. D'autant plus qu'il aime pas Grey. Mais en vrai, il l'aime bien quand même. Par contre, son côté shonen, il est bien visible contre ses ennemis, qu'il n'hésitera pas à pardonner, à les aider, voire à s'en faire des alliés. Par contre, le sacrifice, c'est donc que ce soit le sien ou celui de n'importe qui, considérant que ça fait plus de mal que de bien à ceux qui restent derrière, même s'il n'arrivera pas à arrêter le seul sacrifice de toute la série. Natsu, c'est un chasseur de dragons, une magie oubliée depuis les temps anciens qui permet de chasser les dragons. Au moins, c'est facile. Ce qui est moins en revanche, c'est que chaque chasseur de dragons possède son propre élément de magie. Par exemple, pour Natsu, c'est le feu. Donc le dragon le moins original du monde. Ce pouvoir lui permet de générer des flammes à partir de n'importe quelle partie de son corps, mais aussi le rend insensible face à ce même élément, et ce sous toutes ses formes, y compris celle des explosions par exemple. Pire que ça, il peut également avaler le feu pour recharger ses batteries. À l'exception du sien, sinon ça crée une boucle devant laquelle Lavoisier ferait une syncope. Plus le feu est puissant, plus ça va le booster, et à l'inverse, plus il va être dans un état émotionnel puissant, plus ses flammes seront destructrices. La particularité de sa magie lui permet également de résister au froid grâce à son corps qui est constamment bouillant. Ce qui fait que le personnage est à la fois résistant au feu et à la glace. Paye ton équilibrage. D'ailleurs, ses plats préférés reflètent bien le personnage. Ainsi, pour 1200 joyaux, la guilde lui prépare du poulet au feu, des pâtes au feu, une boisson au feu, et c'est presque dommage qu'il ne rajoute pas un pot au feu. Et la dernière caractéristique de sa magie, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un super pouvoir, il est juste malade dans les transports en commun. Tu parles d'une faiblesse à l'âge. Une caractéristique qu'il a piochée chez ses amis, l'un d'entre eux étant malade en taxi alors qu'il rentrait, dont c'est pas trop. Mais je pense qu'il est bon de rappeler qu'on a eu de la chance qu'il soit juste un peu barbouillé. Sinon, j'ose pas imaginer la gueule du manga. La magie de chasseur de dragons, c'est la seule qui peut blesser ou tuer ces créatures, étant visiblement insensible à toute autre forme de magie. Il existe cependant 5 façons de gagner cette magie, représentées comme 5 générations qui seront découvertes au fur et à mesure de l'histoire.
un peu comme les sorties de chez le coiffeur à chaque nouvel arc de Dragon Ball Z. Natsu lui fait partie de la première génération, celle où la magie a été apprise par un dragon lui-même. Et paradoxalement, cette magie elle a été inventée par une humaine, Eileen Belserion. Eileen, c'était la reine du royaume de Dragonov il y a 400 ans, un royaume où humains et dragons vivaient en paix. Un jour, elle croisa le dragon de la vertu appelé Belserion, qui lui apprit une bien triste nouvelle. À l'ouest, des dragons ont décidé que le meilleur casse-croûte possible était composé à 100% d'humains, et donc s'amusaient à les dévorer. Un acte qui d'un côté peinait Eileen et de l'autre offusquait Belserion. S'ensuit une guerre entre humains et dragons, mais surtout une guerre que les humains étaient en train de perdre. Il fallait donc trouver une solution. Inventer la magie des chasseurs de dragons. Sauf qu'inventer une magie, ça ne se fait pas aussi simplement. Il y a eu quelques effets secondaires indésirables, et on est loin du petit mal de tête. Vas-y, balance les effets qu'on rigole. Ok, déjà, il y en a qui sont tombés gravement malades parce qu'ils ne supportaient pas le processus, donc la magie censée les sauver, les tuait. Vraiment le bon plan pour gagner la guerre. Après tout, si un peuple disparaît par lui-même, est-ce qu'on peut dire que celui d'en face a gagné? C'est plutôt bon signe, non? Mieux que ça, sire. Vous êtes vainqueur. Oh, comme ça? Et pour les autres, ils sont devenus des fous meurtriers, ce qui est très bien en temps de guerre pour décimer le camp d'en face, mais qui est un peu plus problématique pour la paix qui est censée suivre. Après tout, si un peuple disparaît de lui-même à cause d'une arme qui lui a permis d'avoir la victoire, est-ce qu'on peut dire qu'il a réellement gagné le conflit? Ça compte? Exploit inégalé, probablement inégalable, un triomphe, on en parlera encore dans des siècles. Et enfin, certains débloquaient la graine du dragon, une plante qui pousse directement dans le corps et qui fait rentrer la victime dans un processus de dragonification. Ce qui est un mot très compliqué pour juste dire que la personne va devenir un dragon. Et même si sur le papier ça peut être bien, c'est pas non plus le truc le plus ouf. La première étape consiste à quelques effets secondaires, des sens plus développés, ce qui provoque le mal des transports, des pupilles, des crocs et des organes modifiés, comme pour les poumons par exemple. Et ça, c'est la partie gentille. Mais par la suite, la transformation va s'intensifier, offrant aux autres de nouvelles caractéristiques, des écailles recouvrant la peau ou des ailes dans le dos pour finalement devenir un dragon à part entière. Et à partir de là, il va y avoir 3 autres petits inconvénients. La perte du goût, l'incapacité de dormir et des douleurs constantes. Voilà, vous pouvez plus bouffer, vous pouvez plus dormir et vous crevez de mal à chaque seconde. Alors, c'est toujours aussi sympa? Et encore, t'as pas parlé de la cerise sur le gâteau. Et j'ai pas parlé de la cerise sur le gâteau. Un dragon, donc ce que le chasseur est devenu, ça vit plusieurs siècles. Donc la situation de merde que vous avez, vous l'imaginez pendant 4 à 5 fois plus longtemps que votre vie actuelle. Ce qui en résulte par des autres qui deviennent fous, histoire de boucler sur le point précédent. Pour y remédier, il existe fort heureusement une technique, le Dragon Soul. En vrai, il y a une seconde technique, mais on va simplifier. Donc, le Dragon Soul, pour ceux qui n'ont pas fait anglais niveau 1, ça a un rapport avec l'âme du dragon. Pour empêcher le chasseur de dragons de devenir lui-même une de ses créatures, le dragon dépose son âme dans le corps hôte afin de fabriquer des anticorps. Mais ce sort a aussi un usage unique. Une fois brisé et le dragon sorti du corps, il ne pourra plus jamais y retourner. La prochaine fois, commence par ça. Ouais, malheureusement, ça peut servir qu'une fois. C'est un one-shot. Les chasseurs de dragons, il en reste quand même quelques-uns, donc on va parler uniquement des principaux. Alors, si votre chasseur préféré n'est pas indiqué, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez quand même en parler dans les commentaires. Pour compléter cette première génération, nous avons Wendy Marvel, chasseuse de dragons célestes. Liée au vent donc, ce qui lui donne un avantage sur les autres chasseurs. Du vent, il y en a partout. Wendy, c'est la jeune fille timide qui peine à se faire des amis, et doute de ses capacités, que ce soit en termes de magie ou même physique. Et pourtant des qualités, elle en a, son grand cœur par exemple, qui lui fait se soucier des membres de sa guilde. Même s'ils n'existent pas. Mais vas-y, spoil pas trop vite non plus. Et contrairement aux autres chasseurs de dragons, elle n'aime pas se battre, faisant d'elle la chunne du groupe en fait. Mais qu'on se rassure, fort heureusement, sa magie est aussi une magie de guérison, donc même sans se battre, elle est quand même utile. Avant de rejoindre Fairy Tail, elle était membre de la guilde Cage Shelter, dirigée par Rubble et comptant un grand nombre de membres, même si uniquement Wendy et sa partenaire Carla partaient en mission. Et ce pour une raison fort simple, les membres de la guilde sont en réalité une illusion créée par Rubble pour plaire à Wendy. C'est quand même un peu triste de se dire que les seuls amis qu'elle a pu se faire, c'est des amis imaginaires. Tout juste parce que même Rubble, il n'existe pas.
C'est en réalité l'âme d'un défunt resté sur Terre. Mais ne vous en faites pas, Wendy trouvera une nouvelle famille et guilde en la présence de Fairy Tail. Ce qui en fait une guilde avec 2 chasseurs de dragons. Et ce n'est pas fini parce que maintenant il est temps de parler du chasseur de dragons d'acier, Gagil Red Fox. Gagil, c'est l'inverse de Wendy. Si elle était une timide au grand cœur qui doutait de ses capacités, Gagil est plus vite ce qu'on pourrait appeler un connard. Voilà. Il est plutôt froid, apathique et n'hésite pas à frapper ses alliés du moment. Mais ça, c'est surtout quand il faisait partie de son ancienne guilde, Phantom Lord, qui est aussi la guilde de Jubia à la base et la rivale de Fairy Tail, conduisant au combat entre Natsu et Gagil, mais plus important encore entre Gray, le mage de la glace, et Jubia, la mage de l'eau, débutant ainsi leur histoire d'amour. Si on peut dire. Ça va, je te dérange pas. Non, pas tellement, parce que si Jubia déclame facilement ses sentiments, pour Gray c'est un peu plus compliqué. Attends, je crois que t'as pas bien compris. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de Jubia? Qu'on ne devait pas en parler? Et là, tu fais quoi? J'en parle. Donc... Gagil. Le tempérament de Gagil, il va changer une fois arrivé dans la guilde, où il deviendra beaucoup plus aimable au fur et à mesure de sa relation avec les autres membres, même s'il gardera toujours un côté distant pour se donner un genre. Cependant, sous cette apparence de mec détaché se cache un tout autre personnage. Parce que Gagil est très fidèle à la guilde qu'il sert, que ce soit Phantom Lord ou Fairy Tail, même en tabassant ses alliés, je le rappelle. Mais il a aussi fait preuve d'honneur lors des combats. On l'a par exemple vu recevoir des coups sans se défendre, uniquement car il jugeait que la vengeance était justifiée. Ce qui donne un nouveau point commun avec Senseiya d'ailleurs. Son tempérament va encore s'améliorer lorsqu'il va rencontrer son Exide de compagnie, Panther Lily. Oula, attends, son Exide Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas expliqué ça. Les Exides, c'est une race dans l'univers de Fairy Tail. Pour faire vite, le monde dans lequel on trouve Fairy Tail s'appelle Earthland, mais il existe des dimensions parallèles comme Edolas. Et sur Edolas se trouve la race des Ixides, des chats anthropomorphes. Et il se trouve qu'une partie d'entre eux est liée aux chasseurs de dragons. Pourquoi ça? Il fallait bien que le manga ait sa mascotte mignonne. Donc on a Happy pour Natsu, Carla pour Wendy et Panther Lily pour Gagil, même si dans leur cas, leur relation est arrivée bien plus tard. Et c'était surtout parce que Gagil était jaloux de ne pas avoir de compagnon. Comme on l'a dit, il reste encore quelques dragons de la génération 1, mais on va passer à la génération 2. La génération 1 est différente de la génération 2 par l'utilisation d'une lacrima. La lacrima, c'est un cristal renfermant une magie particulière. On peut en trouver de communication, d'explosion, voire de cinéma carrément. Et parmi toutes ces lacrimas, la plus rare, c'est celle de dragon, qui donne des pouvoirs de chasseur de dragons une fois implantés dans le corps du porteur. Le plus connu des mages de seconde génération est Luxus, le petit-fils du chef de Fairy Tail, Makarov, et avec une tendance à vouloir être calife à la place de son calife de grand-père. Oui, Luxus, c'est un peu comme Gagil, un connard, mais il a aussi des circonstances atténuantes. Dans l'enfance, c'était un enfant adorable, mais 2 événements vont changer tout ça. Le premier étant sa faible constitution, qui poussa son père, Iwan, aussi un connard, mais pour le coup un vrai de vrai, sans aucun twist, à utiliser une lacrima de dragon foudroyant afin qu'il puisse survivre. Et l'autre, c'est que le Iwan en question, il s'est barré de Fairy Tail pour fonder sa propre guilde, afin de pouvoir librement être le connard suspensionné. Et à partir de là, Luxus s'est posé une simple question. Est-ce qu'il est reconnu pour sa vraie force, ou parce qu'il est le petit-fils du patron? Il est donc devenu un combattant arrogant, autoritaire et égoïste, mais aussi l'un des 5 plus puissants membres de la guilde. Et à partir de là, il va avoir l'obsession de prendre la tête de la guilde avec un objectif fort simple, se débarrasser de tout ce qui est faible à Fairy Tail, afin de devenir l'une des plus puissantes du monde. Ce qui devrait, de son point de vue, sans doute réduire la guilde à 5 membres tout au plus. Alors le coup d'état ne va pas marcher et va conduire à son excommunion et un exil forcé. Un exil durant lequel il va avoir une rédemption et une fois assagi, il pourra revenir en protégeant ses compagnons, même s'ils sont plus faibles que lui. Enfin, en vérité, il a toujours aimé la guilde et ses membres, sa rédemption lui a juste permis de l'assumer pleinement. Ce qui termine les chasseurs de dragons de Fairy Tail, mais pas les chasseurs de dragons tout court. L'avantage c'est qu'il y a moins d'infos sur eux, donc ça va aller plus vite. L'autre chasseur de dragons de la seconde génération est Cobra, aussi appelé Eric. Cobra, c'est un jeune garçon qui a œuvré à la construction de la Tour du Paradis. La Tour du Paradis, c'est une tour qui permet de ressusciter les défunts. Un pouvoir bien pratique, mais interdit. C'est pourquoi elle a été construite par des esclaves, dont des enfants. La joie. Et c'est lors de cette construction qu'il va rencontrer sa meilleure amie, Cubelios, et se jurer qu'un jour il pourrait communiquer avec elle. Parce qu'ils ne parlent pas la même langue?
parce qu'ils sont même pas de la même espèce. Cubelios, c'est un serpent. Alors, on sait pas exactement si c'est la raison, mais Cobra se fera également implanter une lacryma du dragon venimeux avant de rejoindre les Horathion 16, 6 des mages les plus puissants du monde. Enfin, les plus puissants à ce moment-là. Le truc, c'est qu'à chaque arc, on se rend compte que les mages suivants sont encore plus puissants. Et c'est pas les derniers à apparaître. Cobra, c'est aussi un mage qui peut se montrer très confiant, mais encore une fois, ce n'est qu'une façade. Il est en réalité extrêmement timide et tentera de le cacher à la moindre occasion. Et surtout, il refuse de rejoindre Fairy Tails, qui va finir par s'appeler Dragon Tails si ça continue, à cause d'un mage télépathe qui pourrait dévoiler ses pensées embarrassantes. À l'heure actuelle, il vit paisiblement en étant fiancé à Cubelios. Oui, alors, le contexte. En réalité, Cubelios, c'est Kinana, une jeune fille qui a été transformée en serpent. Et pour finir avec la seconde génération, on a vu les mages avec une lacryma, mais peuvent-ils en avoir plusieurs? Et bien pour ça, on va se tourner vers Goto Serena. Alors, pour passer très vite sur le personnage, c'est un mage qui est d'apparence sérieuse, mais sa vraie particularité, c'est qu'il ne possède pas une, pas deux, mais 8 lacrymas, parce qu'on n'est pas du tout dans l'exagération. Et ça, c'est la liste. Maintenant qu'on en a fini avec la génération 2, on peut passer à la 3. Et là, c'est assez simple. On a vu les chasseurs qui ont été entraînés par un dragon, ceux qui ont reçu une lacryma, mais que se passe-t-il si une génération 1 reçoit une lacryma? Le résultat donne Sting Youcliffe et Rock Shenny, respectivement les chasseurs blancs et de l'ombre, surnommés les dragons jumeaux. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils se sont implantés leur lacryma, mais on sait que c'est après avoir appris de leurs dragons et avant qu'on ne les rencontre. Sting, c'est un féru de combat, que ce soit en y participant ou simplement comme spectateur, et même s'il peut se montrer arrogant dans certaines situations, voire même sadique, en réalité il est bien plus proche de Natsu, n'aimant pas spécialement les gens qui abandonnent leurs camarades. Bon, par contre ça ne lui fait rien qu'une de ses camarades se fasse virer, mais par contre il va confronter le chef de sa guilde une fois qu'il fera disparaître Lecter, son ex-hit. Donc ça l'offusque, mais à 2 vitesses. Il prendra cependant un air plus joyeux en devenant le maître de sa guilde, Sabertooth. Rock de son côté est l'exact opposé. Il est bien plus réservé et n'apprécie pas plus que ça les combats. D'ailleurs, si Sting admire Natsu, Rock fait de même pour Gagil. Mais ses camarades sont également très importants pour lui. Vous vous souvenez de la personne qui a été excommuniée de sa guilde? C'était il y a 3 phrases. Eh bien, il va lui déclarer qu'elle restera toujours son amie. De même, il n'a pas ce côté sadique de son jumeau ou d'autres membres de sa guilde. Cependant, il a un côté sombre en lui, une ombre à laquelle il s'abandonnerait s'il arrivait quelque chose à son ex-hid, Frosh. Frosh qui est bien un chat et pas une grenouille, même si lui est convaincu du contraire. Et dans ce futur alternatif, il n'hésitera pas à tuer son ami pour prendre sa magie draconique. C'est toujours l'ambiance. Pour ce qui est de la 4e génération, ça va aller très vite. Ce sont des soldats artificiels à qui on a implanté une lacryma de dragon, donc des figurants. Et pour ce qui est de la 5e génération, on va pas rentrer dans les détails de ses membres, déjà parce que ça pourrait spoiler certains éléments, mais aussi parce qu'ils sont, comme on le dit dans le milieu, de chier. Donc on va se contenter de simplement dire ce qui fait d'eux des 5e génération. Et c'est là qu'on va constater que parfois, on a juste plus d'idées. Ouais, autant les 3 premiers ça avait du sens dans l'évolution, autant là on est à un niveau SSJ God Blue forme singe géant. Donc on a eu ceux qui ont été élevés par les dragons, ceux qui ont une lacryma, ceux qui ont les 2 à la fois. La 5e génération obtient ses pouvoirs en mangeant les dragons. Je sais pas quoi rajouter. Moi je sais, ce qui fait que Jubia est le meilleur perso de Fairy Tail, c'est surtout... Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.